Bien, alors bonsoir, merci d'être venus. Bonsoir ou bonjour à celles et ceux qui nous rejoindront dans quelques jours par la vidéo. Comme vous le savez, la particularité de ce café politique, c'est qu'il est enregistré. Je commencerai d'ailleurs par dire ceci. Chaque mois, j'en profite pour donner un petit peu quelques chiffres, parce qu'il faut parler de ce qu'il faut améliorer, de ce qui ne marche pas, mais il faut parler aussi de ce qui va bien. Alors, les téléchargements de ces vidéos sont actuellement au nombre de 230 901, très exactement, du moins à hier soir, la dernière fois que j'ai regardé. Et je vous signale que la dernière vidéo donc, du deuxième café politique de Marseille le mois dernier, où vous étiez, celle des deux cousins, a eu 42 600 téléchargements. Il est vrai qu'on a été relayé par d'autres blogs pour la première fois, ce qui a donc certainement contribué à ce que d'habitude on est à 10-15 000 pour les cafés politiques. Celle-là a eu 42 600. Donc Jean-Baptiste, je te souhaite d'avoir le même sort, si je puis dire. Je vous donnerai également un deuxième chiffre d'information, là non plus pour les vidéos, mais pour la faute à Rousseau. Nous sommes en train d'arriver, nous allons arriver bientôt aux 100 000 pages lues par mois. Ce qui commence à être quand même, disons, intéressant. Alors, surtout que, en fait, la courbe est ascendante, elle n'est pas stable, elle monte régulièrement. Donc 100 000 pages lues par mois, ça commence à être une audience qu'il faut augmenter, dont il ne faut pas se satisfaire. Voilà la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, je vous montre ce cahier de Lerne. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. En tout cas, dans la faute à Rousseau, on en a dit ce qu'on en pensait, c'est-à-dire le plus grand bien. Il est fait par Stéphane Giocanti et Axel Tisserand. Il y a plusieurs communications extrêmement intéressantes. Jean-François Mattei qui a fait un Maurras et Platon qui est puissant, j'ai employé ce terme dans la faute à Rousseau. Il y a un extrait, c'est dommage qu'il n'y ait qu'un extrait, mais il ne pouvait pas tout mettre non plus, de Gustave Thibon qui parle de Maurras. Il y a un Frédéric Rouvillois sur le fédéralisme de Maurras qui est excellent. Il y a plein d'autres choses. Nicole Maurras, la nièce par alliance de Maurras, dévoile un aspect inattendu, le Maurras homme, hein, le Maurras qui a aimé, qui a connu, qui a écrit des lettres d'amour et qui en a reçu. Ça change un peu de l'image très traditionnelle qu'on en a. Enfin bref, j'oublie des gens. Bon, il y a évidemment Stéphane Giocanti et Axel Tisserand qui ont écrit aussi. Donc je vous le recommande. Si vous ne l'avez pas déjà acheté, si vous n'avez pas entendu parler, ça peut être un très beau cadeau pour la Noël. Ça vaut 39 €, mais je vous assure que vous gagnez largement plus en dépensant 39 €. Vous gagnez intellectuellement, en 100 ans, 1000 fois et 10 000 fois plus. C'était la deuxième chose que je voulais vous dire. Et la troisième, avant de passer la parole à Jean-Baptiste, c'est que le mois de janvier sera un mois de janvier d'exception. Ce sont les Aixois qui commenceront dès le mardi 3 par leur café actualité, puisqu'ils font un café eux aussi comme nous, ou plutôt nous comme eux, puisqu'on a pris modèle sur eux. Ils font un café chaque mois. Nous étions chez eux mardi, avec mon frère qui est là. Paul n'a pas pu y aller, on n'a donc pas pu l'enregistrer, c'est dommage, mais peut-être que le prochain on l'enregistrera. C'était Luc Richard qui nous a passionnés sur la Chine. Nous-mêmes ici, le samedi d'après, le samedi 7 janvier, nous aurons notre premier café politique de l'année 2012. Ce sera Jean-François Mattei. Alors justement, Jean-François Mattei, je viens de vous le dire, a fait dans ce cahier de Lerne une collaboration extrêmement intéressante sur Maurras et Platon. Le 7 janvier, pour nous, on a lancé la tradition l'an passé. Ça sera aussi un pot de rentrée, ça sera festif également, et un gâteau des rois. Mais ça sera politique, puisque Jean-François Mattei sera là. Il faut aussi savoir de temps en temps faire la fête, même si c'est une fête sérieuse, une fête politique. Et nous lancerons ce que j'appellerai la campagne du 21 janvier. Donc je ne vous dis pas encore qui viendra, mais Jean-François Mattei a la gentillesse de revenir 14 jours après, pour dialoguer avec une personnalité dont je ne vous dis pas le nom, pour vous tenir un peu en haleine. Mais vous verrez que ça sera un 21 janvier d'exception. Alors ça sera un samedi, donc ça sera commode. On aura plus de temps que les jours où c'est un mardi soir, un mercredi soir, un jeudi soir. Il y aura donc une messe. Et il y aura après un dîner, très certainement un dîner-débat, avec un débat entre Jean-François Mattei et cette personnalité dont je ne vous divulgue pas le nom pour l'instant. Alors on aimerait bien cette fois-ci, qui est évidemment des Marseillais bien évidemment, mais que nos amis de Martigues viennent, nos amis d'Aix également, nos amis de Toulon, et puis pourquoi pas, comme ça sera un samedi, ceux de Nice qui étaient venus à notre réunion de rentrée, pas cette fois-ci, mais à celle d'avant, ça nous avait fait plaisir.
Et enfin, le 28 janvier, il y aura une dernière chose. Donc vous voyez que ça sera un mois de janvier assez riche et assez intéressant. Il y aura le premier Café Histoire de Toulon. Donc pour l'instant, c'est Aix et Marseille qui marchent régulièrement. Toulon vient de s'y mettre aussi. Il y en aura 4. Le premier sera avec Daniel Masson. Les illusions, les lumières, enfin, je n'ai plus exactement le titre en tête, mais ça, vous l'avez dans la faute à Rousseau. Et puis, Antoine a toujours un projet. On espère que ça se concrétisera sur Avignon. Alors, on va voir. Mais d'ores et déjà, le fait que Toulon se joigne à Aix et à Marseille pour organiser un café actualité, alors eux, ça serait un café histoire, nous, c'est un café politique, est une bonne chose. Voilà les 3 informations que je voulais vous donner, en ayant été un peu trop long comme d'habitude. Et notre ami Jean-Baptiste, je ne le présente pas à ceux qui le connaissent, mais pour ceux qui nous regardent, qui nous découvrent en France et à l'étranger, c'est une famille de fidélité. Comme je lui disais l'autre jour, avec Antoine, on mangeait avec Hilaire, non pas avec Antoine. Et on se rappelait qu'au Beau de Provence, au Rassemblement des Beaux, son père et le mien marchaient dans la colline ensemble comme 2 bons amis qu'ils étaient. Et donc ce sont sa famille, la mienne, et puis certaines parmi vous, sont des familles de fidélité. La fidélité, c'est plus qu'une qualité, hein, c'est une vertu. La fidélité à ces idées politiques, religieuses, qui ont fait la France et qui permettront, nous pensons, un jour de la refaire. Alors donc, je passe la parole à Jean-Baptiste, qui nous parle ce soir. Le thème qui était annoncé, c'était présidentiel, le grand piège. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment le thème que vous vous attendez à avoir traité. Hein. Je m'attends à tout désormais avec vous. De toute façon, tout sera excellent, et c'est ça qui compte. Alors, c'est d'ailleurs peut-être un piège. Peut-être un piège que de nous inviter aujourd'hui à parler d'un piège. Parce qu'après tout, n'est-ce pas déjà y succomber que d'en parler, si c'en est un. On pourrait effectivement se poser la question de savoir si ces élections présidentielles, je suppose qu'il s'agit des élections françaises, hein, pas des élections qui doivent se tenir au même moment en bordurie, n'est-ce pas? C'est bien de la France dont il s'agit. Donc, est-ce que ces élections présidentielles sont un piège? Est-ce qu'elles sont le grand piège que l'on nous annonce? Je crois que la question se pose d'abord parce que toute élection, malheureusement, se révèle souvent être un piège. Un piège pour les électeurs, d'abord, cela je crois que les électeurs en sont de plus en plus convaincus, et d'ailleurs il y en a de moins en moins, sans doute pour cette raison-là. Et si on sort même un petit peu du cadre strictement politicien de nos élections présidentielles, si on essaie de prendre un petit peu plus de hauteur, toute élection finalement révèle ou peut révéler un piège pour ceux qui y participent. Et si on remonte à des élections qui même ont pu être fondatrices, je pense à celle du GECAPE, remontons vraiment beaucoup plus haut. Là. Paolo Maiore Canamus, hein, on va prendre un petit peu de hauteur. Et il est certain que les grands qui ont élu Hugues Capet en 1987 pensaient surtout se débarrasser d'un carolingien un petit peu encombrant à leur goût. Ils ne savaient certainement pas qu'ils en prenaient pour 8 siècles et qu'ils ne survivraient pas à cette élection. Et même lorsque le Saint-Esprit s'en mêle, est-ce que les électeurs du cardinal Mastai-Ferrati en 1846, qui croyaient élire un libéral, s'attendaient au syllabus quelques années après? Est-ce que ceux qui en 1958 ont cru élire un pape de transition s'attendaient à élire Jean XXIII qui devait convoquer le Concile Vatican II? Donc partout, finalement, toute élection peut se révéler finalement avoir des effets tout à fait différents de ceux qui avaient été escomptés par ceux qui y ont participé. Mais ce piège pour les électeurs est aussi un piège souvent pour les candidats. Et là, nous allons évidemment retomber un petit peu et redescendre de quelques degrés et même parfois peut-être frôler les abîmes, parce que l'actualité nous en donne vraiment quelques illustrations assez éloquentes. Ils veulent tous y aller. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. On a l'impression que
l'élection, et notamment l'élection présidentielle en France, est vraiment cette espèce de miroir aux alouettes qui attire tout le monde, y compris ceux qui n'ont absolument aucune chance non seulement d'être élus, mais même d'être finalement candidats. Ils veulent tous absolument y aller, même ceux qui sont crédités de 0% dans les sondages. Et la figure emblématique, je crois, d'Hervé Morin, ici, est quand même mérite de passer à la postérité, parce que c'est sans doute l'une des plus belles illustrations que l'on ait eues ces dernières années de la signification de l'insignifiance. Je crois que on ne pouvait, enfin, il faudrait remonter peut-être à Célestin Jaunard, on évoquait Maurras, pour trouver un personnage de ce type, parce que vraiment, voilà quelqu'un qui est crédité encore une fois de 0% dans les sondages, je n'y peux rien. Le malheureux n'y est pas pour grand-chose sans doute, mais donc il ne représente électoralement rien, et la mise en scène de sa candidature, ou de sa candidature à la candidature, était absolument stupéfiante. Il prenait vraiment la France à témoin, il posait devant l'histoire, comme si véritablement il allait prendre là une décision absolument capitale pour l'avenir de l'histoire de France. Alors, c'est là quand même quelque chose d'assez pitoyable, au fond, si on y regarde de près, de voir des personnes qui, normalement, sont des personnes sensées, eh bien, se laisser aller à ce genre d'attitude qui frôle le grotesque, finalement, en essayant de se donner l'illusion d'une importance qu'ils n'ont visiblement pas. Alors, pourquoi cette illusion est-elle aussi prégnante, cette illusion électorale? Eh bien, sans doute, me semble-t-il, parce que toute élection, et notamment, et en un titre tout à fait particulier, évidemment, l'élection présidentielle en France, participe du sacré. L'élection, c'est toujours finalement, d'une manière ou d'une autre, l'élection divine. Hein, et il y a toujours une connotation véritablement sacrée dans l'élection. C'est un choix. Et le choix d'une personne est toujours un choix qui engage la vie de cette personne, au fond, qui peut modifier son histoire et qui peut modifier l'histoire d'un peuple éventuellement, et en tout cas qui s'inscrit dans une destinée humaine qui a toujours quelque chose de sacré. Et donc toute élection participe de ce sacré, et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles l'élection rend fou, au fond. Il ne faut pas oublier quand même que le sacré païen, le sacré des Romains notamment, était quelque chose de redoutable. Hein. Le sacer, c'est celui qu'on pouvait tuer, au fond, parce que justement, d'une certaine manière, il met en danger la société, parce qu'il est hors norme, il est en dehors véritablement de la normalité quotidienne. Et donc l'élection participante du sacré, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'elle rende fou, et on en a encore une fois sous les yeux quelques exemples assez significatifs, me semble-t-il. Alors, ce caractère sacré de l'élection, je voudrais y insister parce que il me semble au cœur véritablement de ce qui fait de l'élection présidentielle en France le grand piège, pour reprendre l'expression du thème de ce café politique de ce soir. Un piège, pourquoi? Parce que c'est une manière, au fond, de capter ce qu'il y a de sacré dans le pouvoir, c'est-à-dire la légitimité. L'élection présidentielle, c'est une entreprise de captation de la légitimité au service du pouvoir, d'un pouvoir qui se veut suprême, mais qui, en réalité, par le fait même qu'il s'agit d'une captation du sacré, eh bien, devient un pouvoir évanescent. Et ce sont ces deux points que je voudrais brièvement aborder avant de laisser libre cours, évidemment, à la discussion et voir avec vous. L'élection présidentielle peut être considérée comme le grand piège dans la mesure où c'est une manière de piéger la légitimité, d'une certaine manière, et dans la mesure où, en ce sens-là, eh bien, c'est une manière également d'évanescence, au fond, du pouvoir. Alors, en quoi la légitimité est-elle piégée? Eh bien, là, je crois qu'il faut remonter un petit peu à ce qui fait le fondement de nos sociétés politiques modernes, et qui est précisément l'élection.
l'élection est considérée depuis 150 ans, en Europe au moins, comme la source unique de la légitimité. Mais une légitimité qui existait évidemment avant que l'élection ne soit considérée comme la source unique de légitimité et qui a été détournée en quelque sorte de sa source originelle, qui est évidemment sacrée, elle, pour du bon, par le biais justement de l'élection à laquelle on a conféré un caractère quasi religieux pour justement en faire une source de légitimité. Or, ce caractère sacré de l'élection, qui en fait la source unique de la légitimité, eh bien, on n'hésite plus aujourd'hui à considérer que c'est là quelque chose de totalement irrationnel. Et je voudrais ici citer, même si ça peut en surprendre quelques-uns, le dernier éditorial de la revue Études, que j'ai trouvé absolument extraordinaire, qui est intitulé « Président au nom de quoi ?» Et dans cet éditorial de Jean-Luc Poutier, qui est enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Institut catholique de Paris, la double appartenance me paraît particulièrement intéressante ici, ce qui veut dire donc qu'aussi bien à l'Institut d'études politiques de Paris qu'à l'Institut catholique, eh bien, on n'hésite plus à considérer enfin du moins déjà à poser la question de la légitimité de l'élection, président au nom de quoi, et on n'hésite plus à dire au fond et à écrire que cette idée selon laquelle l'élection est la source unique de la légitimité est une idée totalement irrationnelle qui est qualifiée même par l'auteur de cet éditorial de tour de passe-passe. Je vous cite une phrase qui me paraît particulièrement significative. Par un tour de passe-passe que la philosophie politique, le droit et la pratique ont transformé depuis un siècle et demi en une évidence, l'élection confère à l'élu la légitimité du pouvoir. Je crois que tout est dit là. L'élection confère effectivement la légitimité du pouvoir, c'est la source unique de la légitimité, et en même temps, cette source unique de la légitimité, eh bien, elle repose sur un tour de passe-passe, c'est-à-dire sur quelque chose qui non seulement n'est pas sérieux, qui n'est pas rationnel, mais qui cherche à créer une illusion, au fond. Et ce procédé qui est à l'origine donc de la légitimité démocratique, ce procédé est qualifié par l'auteur toujours de cet éditorial de la revue Études de procédé relevant davantage de l'alchimie que d'un processus rationnel qui transforme un homme, ou peut-être un jour une femme, élu par une majorité de votants en président de tous les Français. Je crois que là encore, tout est dit, ce procédé qui relève davantage de l'alchimie que d'un processus rationnel, c'est-à-dire qui relève davantage au fond du charlatanisme que de la rationalité. Et le fait que cela soit dit et soit écrit dans l'éditorial d'une revue comme Études me paraît particulièrement important dans la mesure où ça montre bien qu'au fond, eh bien, cette idée de légitimité fondée uniquement sur l'élection est en train de complètement s'écrouler dans les cercles mêmes qui étaient à l'origine de la promotion, au fond, et de la défense et illustration de cette idée, ce qui me paraît de très bon aloi. L'irrationalité de la légitimité démocratique est tout de même ici un renversement historique qui me paraît particulièrement important. Il ne faut pas oublier quand même que au XVIIe siècle, Pascal jugeait que l'irrationalité, même s'il approuvait cette irrationalité-là, l'irrationalité était du côté de la monarchie. Vous vous souvenez de cette pensée célèbre, qu'y a-t-il de plus déraisonnable au fond que de donner le pouvoir au premier fils aîné d'une reine, ça lui apparaissait comme totalement irrationnel, même si effectivement il considérait que c'était le meilleur mode de désignation du souverain. Il n'en demeure pas moins que l'irrationalité a changé de camp. Aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est irrationnel, eh bien, c'est de conférer à l'élection une puissance que, par définition, elle n'a pas.
le choix n'emporte pas en lui-même justification. Ce n'est pas parce que je choisis de faire telle ou telle chose que ce que je fais est juste, bien ou légitime, c'est-à-dire conforme au fond à l'ordre des choses. Et de la même manière, ce n'est pas parce que je choisis quelqu'un pour quoi que ce soit que ce choix est par lui-même, parce que c'est un choix nécessairement raisonable ou fondé. Par conséquent, il y a véritablement un caractère tout à fait irrationnel dans l'élection considérée comme source de légitimité, et ce caractère irrationnel, eh bien, il est en train d'apparaître aujourd'hui au grand jour, et cela me paraît être un aspect intéressant auquel nous devons être attentifs et qui peut ouvrir des perspectives tout à fait nouvelles. Donc la légitimité se trouve piégée en quelque sorte par ceux qui, par l'élection, prétendent ainsi s'en emparer, mais cette légitimité piégée aboutit également à un pouvoir qui, du fait de l'élection, devient lui-même totalement évanescent. Et là encore, l'actualité nous en offre quelques illustrations, me semble-t-il, assez significatives. L'élection prétend piéger le pouvoir en s'en emparant. C'est une manière de s'emparer finalement du pouvoir. Mais l'élu, à peine élu, s'aperçoit très vite, généralement, que le pouvoir lui échappe. Finalement, cela n'a rien d'étonnant. Parce qu'il y a une manière, au fond, de s'emparer du pouvoir qui, généralement, est incompatible avec l'exercice du pouvoir. C'est pas nouveau, hein. La Fontaine le faisait déjà observer dans Le Renard, le singe et les animaux, une des fables que Pierre Boutan aimait tant à commenter. Vous savez que c'est cette fable où, justement, à la mort du roi, eh bien, les animaux décident de choisir un roi, d'élire un roi. Et chacun essaie la couronne, elle ne va à personne, jusqu'au moment où le singe essaie lui-même la couronne, et il fait ainsi, autour de la couronne, force grimacerie, tour de souplesse et mille singeries, qui le font élire, évidemment. Et une fois élu, il est élu par ses singeries, justement, hein. Et une fois élu, évidemment, eh bien, il entraîne tous les animaux à la catastrophe. Du moins, il les entraînerait si le renard n'intervenait avant la catastrophe. Mais on voit bien par là que, au fond, eh bien, ce qui conduit à l'élection, généralement, ce sont des qualités qui sont, si on peut parler de qualités, qui sont totalement aux antipodes des vertus qu'évoquait François tout à l'heure, des vertus nécessaires à l'exercice du pouvoir. Et si bien que, de fait, eh bien, le pouvoir électif est souvent et de plus en plus un pouvoir évanescent, tout simplement aussi parce que l'élu ne peut pas exercer ce pouvoir. Il se trouve en quelque sorte prisonnier de son élection, voire de sa réélection, qui l'empêche totalement d'agir. Et ce que l'on observe aujourd'hui avec la crise européenne est assez significatif, me semble-t-il, parce qu'au fond, on voit s'agiter en France tout le monde autour de cette élection présidentielle de l'année prochaine, alors que, au même moment, on s'aperçoit que le pouvoir véritable est ailleurs. Il est ailleurs, il est dans des organes non élus. La construction européenne est de ce point de vue-là un chef-d'œuvre qui met en évidence la vanité du pouvoir électif. Finalement, on a constituer l'Union européenne, la communauté européenne puis l'Union européenne, autour de pouvoirs véritables, mais qui ne sont pas élus. Qui exerce le pouvoir au sein de l'Union européenne? C'est la Commission européenne essentiellement, c'est-à-dire un organe qui n'est pas élu. Et on s'aperçoit bien aujourd'hui que les pouvoirs élus dans les États membres, eh bien, font finalement prendre par les pouvoirs non élus, ceux de l'Union européenne, les décisions qu'eux-mêmes sont totalement incapables de prendre. Et on voit bien ici comment le pouvoir effectif est transféré à des organes non élus. Alors, je ne dis pas que c'est bien, je ne porte pas ici de jugement sur ce transfert, mais en tout cas, le fait est patent. L'élection paralyse le pouvoir politique, et du fait de cette paralysie, eh bien, le pouvoir effectif passe ailleurs, passe à des organes
non élus. Et encore une fois, la crise européenne me semble le montrer avec une particulière acuité. Voilà donc ce que je voulais très simplement dire pour lancer la discussion. François a été plus court que ce qu'il redoutait au début, donc je l'ai imité. Et je serai aussi bref, donc, pour simplement eh bien peut-être susciter des questions ou des débats sur ces quelques axes qui me paraissent une notion qui est assez significative de ce mouvement qui tente à finalement faire sortir du domaine du pouvoir élu, l'exercice effectif du pouvoir, ce qui du coup entraîne à une crise de légitimité. Parce que il ne faut pas oublier que l'élection étant la source unique de la légitimité, la gouvernance eh bien, ne peut acquérir une légitimité que justement dans la mesure où elle est bonne. Ce qui inverse totalement le processus de légitimation du pouvoir. C'est-à-dire que la légitimation n'est pas a priori, mais elle est a posteriori. La bonne gouvernance se légitime par le fait qu'elle gouverne bien. Alors que le gouvernement, lui, eh bien, le gouvernement politique élu, il est censé reposer sur une légitimité qui le précède. Oui, moi je voudrais parler de deux choses. C'est dans ce que vous avez exposé, le niveau strictement moral est très bien abordé, mais on arrive assez vite à devoir considérer le niveau matériel des choses. Et je pense en particulier à l'argent qui est mis en jeu dans une élection et les médias. Bon. Alors, je cite d'abord une expérience personnelle. Au printemps 2007, j'étais dans la bourse européenne à Paris, chez Euronext, en pleine OPA de New York, sur la bourse européenne. On a reçu donc des Américains du New York Stock Exchange et on a eu une série de déjeuners. Donc des gens d'un certain niveau, puis c'est quand même la bourse de New York. On s'est mis à parler des élections et pour eux, c'était les élections américaines qui se profilaient. Je ne saurais pas répéter exactement les propos qu'ils ont tenus au sujet de Barack Obama, qui, pour eux, était un illustre inconnu. Alors, à leur décharge, ils étaient un peu à la droite de Bush, mais enfin, à part ça, je pense qu'ils rendaient compte assez juste, de manière assez juste, de la photographie aux États-Unis, la manière dont Barack Obama a été perçu en mars 2007. Bon, 18 mois plus tard, ce monsieur est sorti. Entre-temps, il y a eu sur la table $1 milliard, c'est-à-dire une opération Hollywood avec l'élection la plus chère des États-Unis, et donc un monsieur que personne ne connaissait, bon, encore moins à l'étranger, et un an après, prix Nobel de la paix. Bon. Donc c'est quand même... Et on se souvient ce que disait le père Kennedy, avec ce que j'ai dépensé pour mon fils, j'aurais pu faire élire mon jardinier. Alors, pour revenir, donc, après on part vers les médias. Et là, on est en plein dans le sujet, à mon avis, en France. Il y a une chose qu'on voit mal, enfin, dont personne ne parle, et on arrive, à mon avis, à quelque chose qui me tient à cœur, ce sont les cénacles un peu mystérieux, bon, qui dans nos cercles sont régulièrement dénoncés, mais on n'en parle jamais. Si vous regardez les médias en France, vous avez 95% des médias entre les mains de 8 propriétaires. C'est-à-dire c'est Bouygues, Dassault, Arnaud, Pinault, bon, enfin, ils sont 8, quoi. Hein. Bon, ça veut dire la télé, la radio et la presse écrite. Donc il suffit que ces 8 personnes s'entendent sur le prochain ou la prochaine. Bon. Ça, on peut quand même pas faire l'économie de considérer que c'est comme ça que ça se passe. Et le Canard enchaîné est même allé beaucoup plus loin, puisque je retrouve plus l'article, mais il y a à peu près 1 an et demi, ils ont fait un article sur la presse de M. Robert Murdoch. Et le Canard enchaîné a sorti des statistiques. À la surface du globe, si l'on additionne tous les gens qui sont en position de regarder une télé, ou de lire un journal, ou d'écouter la radio, vous avez un habitant sur 5 de la planète
qui est gavé aux médias de Robert Murdoch. C'est extraordinaire. Et on en a eu une démonstration quand De Villepin a refusé de partir à la bagarre dans l'Irak avec l'équipe irakienne. Son discours à l'ONU, vous avez Fox News aux États-Unis qui est parti contre la France avec une propagande nauséabonde. Oui, effectivement, je crois que vous avez tout à fait raison hein, d'insister sur cet aspect-là des choses, mais qui ne fait que renforcer justement le caractère totalement irrationnel du fondement démocratique de la légitimité. Il est bien évident qu'on ne peut pas considérer comme source de légitimité une élection qui est effectivement toujours gagnée dans ces conditions-là. Et lorsque vous citez le mot de Kennedy qui aurait pu faire élire son jardinier, je reprendrai un petit peu, même si ça peut surprendre, voire choquer, l'exemple que je prenais en commençant, celui d'Hugues Capet. Au fond, Hugues Capet a été élu, pas avec les moyens de Robert Murdoch, certes, mais finalement en trompant également son électorat et en faisant jouer ses réseaux et ses clientèles. C'est vieux comme l'élection et c'est lié justement au mécanisme électoral. Toute élection, c'est toujours gagné de la sorte. Et c'est effectivement cela qui rend problématique le fait de considérer que c'est une source de légitimité. Oui, Jean-Baptiste, puisque Pascal, comme tu le citais tout à l'heure, évoque l'irrationalité du choix du prince, y a-t-il un moyen non irrationnel, donc, de choisir le chef toute sélection, tout choix du chef a évolué au cours de l'histoire. On est passé du combat de chef, quoi. C'était le plus fort qui l'emportait pour diriger la troupe. Ensuite, on est passé à la naissance. Maintenant, on est à l'élection. Mais enfin, toutes ces méthodes contiennent une part d'irrationnel. Donc, y a-t-il un moyen rationnel? Alors, je crois qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau dans la légitimité démocratique. C'est que c'est une forme de légitimité qui s'appuie uniquement sur le mode de désignation, justement, qui fait du mode de désignation la source de la légitimité. Alors que dans tous les autres modes de désignation du chef, quel qu'il soit, eh bien, l'origine du pouvoir n'a jamais été considérée comme la source de la légitimité, tout simplement parce que le pouvoir était considéré comme sacré. Et donc la source ultime de la légitimité, elle était transcendante. À partir de là, on peut effectivement adopter n'importe quel mode de désignation. L'ordalie vaut autant que l'hérédité, finalement, en soi, hein, de manière abstraite. Après, c'est au fond l'usage qui en est fait, les services rendus, l'histoire, au fond, pour ne pas dire l'empirisme organisateur, qui fait le départ entre ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. En revanche, dans la légitimité démocratique, c'est le mode de désignation qui est considéré comme source de légitimité. Et ça, c'est radicalement nouveau. C'est radicalement nouveau parce que justement, ça se veut rationnel. C'est une tentative de rationalisation de la légitimité. Et cette tentative-là, eh bien, elle aboutit à la situation que l'on connaît aujourd'hui, où on s'aperçoit, au fond, que c'est totalement irrationnel. Mais à la différence de l'irrationalité que relevait Pascal, qui ne l'empêchait pas, encore une fois, de considérer que la monarchie était le meilleur régime politique, justement parce qu'il plaçait la légitimité au-delà du simple choix du monarque, du mode de désignation. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, parce qu'on a une légitimité qui s'appuie uniquement sur le mode de désignation et qui se veut pour cela rationnelle, qui se prétend rationnelle parce qu'elle est fondée uniquement sur, justement, l'élection. À partir du moment où il apparaît que l'élection n'est pas un mode rationnel d'origine de la légitimité, on remet en cause la légitimité même
de ce régime. Oui, alors là, c'est en fait davantage la question de la représentation, me semble-t-il, qui est posée. Mais les questions sont liées, évidemment, hein, parce que la représentation passe aussi par l'élection. Alors, justement, dans un système dans lequel l'élection est source de légitimité, le mandat impératif n'a pas de sens. C'est totalement absurde de considérer que les mandants vont encadrer les pouvoirs de leur mandataire, alors que par l'élection de ce mandataire, il lui confère justement la légitimité. Donc on ne peut pas à la fois conférer la légitimité à une personne et par ailleurs prétendre lui imposer des décisions qui seules seraient pour le coup légitimes. C'est l'élu qui définit ce qui est légitime, puisque c'est lui qui est légitime. Et donc là, effectivement, le mandat impératif dans un tel système n'a pas sa place. Alors, est-ce que le mandat impératif réglerait toutes les questions? Je pense que ce serait excessif, mais il est vrai que la représentation pourrait prendre une tournure tout à fait différente et peut-être justement davantage être représentative, si on peut dire, si eh bien, on sortait de cette espèce de mythologie qui consiste à faire de l'élection la source d'une légitimité qui, du coup, fonde toutes les décisions et légitime toutes les décisions qui sont prises. Et là, à travers la représentation, il y a toute la question de, finalement, le pouvoir du politique. Est-ce que le politique a tous les pouvoirs ou non? Dans la mesure où il est légitimé par l'élection, il a tous les pouvoirs. Il peut tout faire. J'aime citer cet adage du droit anglais selon lequel le Parlement d'Angleterre peut tout faire sauf changer un homme en femme, parce que le Parlement d'Angleterre est soumis justement à une autre légitimité que la légitimité démocratique, qui se reconnaît à lui-même une limite à son propre pouvoir. Le Parlement de la République française peut tout faire, y compris changer un homme en femme. Et il ne se prive pas pour le faire à l'occasion. Hein. Donc il n'a plus de limite. Ce pouvoir-là n'a plus de limite dès lors qu'il est censé légitimer par la seule élection. Le mode de désignation étant la seule source de la légitimité, eh bien, on aboutit à un pouvoir qui, de droit, est sans limite. Il faut effectivement une bonne équipe de marketing. La question est de savoir si l'on peut considérer que la légitimité pour gouverner la France a la même source que l'augmentation des ventes d'une marque de lessive. C'est tout. Alors, est-ce que cependant, ce qui se passe en Suisse te paraît un contre-exemple ou pas? La démocratie directe dont parle Yvan Blot, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que là, il n'y a pas un correctif quand même qui est réel malgré tout, puisque les gens, une fois qu'ils ont voté, peuvent désavouer leur mandat. Tout à fait. Par une votation. Mais je crois que c'est un cas unique peut-être au monde, enfin en Europe en tout cas. Oui. Voilà. Là, ça corrigerait la chose. Tout à fait. Tout à fait. Parce que la Suisse est une démocratie organique, en quelque sorte. Hein. C'est une démocratie qui est née de l'histoire, et qui a sa légitimité, non pas... la légitimité historique de la démocratie en Suisse est une légitimité historique, justement. C'est-à-dire que c'est le mode de gouvernement qui a permis à la Suisse d'exister, tout simplement. Voilà. Comme en France, ça a été la royauté. Et donc, du coup, la légitimité n'est pas réduite à l'élection. Ce qui fait la légitimité du pouvoir démocratique en Suisse, ce n'est pas uniquement l'élection. C'est la Suisse, je dirais. C'est ça. Ce qui fait la légitimité du pouvoir, c'est l'existence même du pays. Elle n'est pas idéologique. Elle n'est pas idéologique, tout à fait. Elle est des réalités. Oui. Oui, ce sur quoi je voulais revenir, c'est le fait que si on regarde un petit peu le personnel politique républicain actuel ou des décennies précédentes, ce n'est pratiquement jamais un homme d'État qui a vraiment le sens de l'État et qui serait en situation, de par ses qualités personnelles,
morale, intellectuelle, de rigueur, d'honnêteté, qui se trouvent finalement être en position d'être candidat d'un grand parti et éventuellement élu. Ce sont toujours des gens qui ont d'autres qualités, des qualités de communicants, comme c'est dit tout à l'heure, ou simplement des qualités d'entre-gens, de capacité à se créer une clientèle, ou de conquérir un grand parti pour avoir un marchepied pour prendre le pouvoir. Il est évident que M. Sarkozy n'a pas les qualités d'un homme d'État, à moins que quelqu'un me dise le contraire ici. Par contre, pour faire, en étant gentil avec lui, dirons-nous, un homme comme, par exemple, je ne suis pas partisan, mais Alain Juppé est quelqu'un qui a certainement des qualités beaucoup plus sensibles et beaucoup plus importantes pour le sens de l'État à un niveau bien supérieur, et qui n'a jamais été et ne sera probablement jamais en position de se retrouver au sommet de l'État et d'exercer les responsabilités suprêmes. Donc les qualités, le grand problème, c'est que dans ce système, les qualités qui sont nécessaires pour être élu ne sont pas celles dont on a besoin pour être chef de l'État et exercer le mandat en pleine responsabilité et dans l'intérêt du pays, globalement. Oui, non, il est certain que Richelieu ou Colbert n'auraient pas eu beaucoup de chance d'être élus au suffrage universel, je crois. Ça, c'est assez évident. Donc oui, hein, effectivement, mais c'est encore une fois la fable du singe. Hein. Les qualités nécessaires pour être élu sont exactement antinomiques de celles qui sont nécessaires à l'exercice du pouvoir. C'est absolument évident, c'est vrai. Dans l'histoire de France, il n'y a pas que le suffrage universel. Quand on regarde le cursus de Clémenceau, on reste quand même un peu interrogatif, parce que voilà un monsieur qui est passé à la trappe pendant 10 ans, totalement mouillé dans le scandale de Panama avec les chécards, et au bout de 10 ans, qui arrive à ressortir la tête de l'eau, président du Conseil, et partir contre, dans une démarche quand même largement personnelle contre les monarchies centrales européennes, avec les catastrophes qu'on connaît derrière. Alors, il est d'usage de glorifier Clémenceau. Bon, moi, je laisse la responsabilité à ceux qui le font. Personnellement, c'est franchement pas un personnage qui m'a jamais beaucoup emballé. Et là, il n'y avait pas de suffrage universel, donc ça se passait. Si, suffrage indirect mais universel. Ah oui, non, mais indirect, oui. Ouais. Mais bon, enfin, je pense quand même qu'il y a un vrai mal français. Tout à l'heure, vous citiez le Parlement britannique. Quand on regarde comment fonctionnent les Britanniques, d'abord, à partir de leur évolution où ils ont décidé que le Parlement supplantait le monarque, ça n'a plus jamais bougé derrière. Et ensuite, ils ont une forme d'élection qui, à mon avis, est la plus juste, si jamais on peut employer une formule pareille, qui est le suffrage uninominal à un tour. À partir du moment où on part dans une succession de trucs, on fait du Staline. Hein. Il y a quand même un mal français, hein, je crois. L'exemple britannique me paraît intéressant parce qu'on évoquait la Suisse tout à l'heure, c'est exactement la même chose. C'est un régime politique qui a trouvé sa légitimité dans les services rendus à l'Angleterre. L'Angleterre a toujours été au fond une aristocratie et elle le reste en grande partie aujourd'hui encore par la formation de ses élites, et par son système, au fond, qui ne change pas véritablement. Alors, c'est le fruit de l'histoire. Il se trouve que l'Angleterre a eu des rois fous, hein, souvent, et qu'elle s'en est très bien portée, au fond, et qu'elle a fait, finalement, usage de cette folie royale pour dégager une forme politique tout à fait originale et qui lui convient à merveille. Et quand le roi n'a pas été fou, eh bien, elle s'en est débarrassée pour le réduire, finalement, à très peu de choses et inventer comme ça cette forme politique qui conserve malgré tout la monarchie comme témoin justement d'une légitimité qui ne se réduit pas là encore à l'élection. Je crois que ça aussi c'est tout à fait significatif, même si il ne s'agit évidemment pas de copier quoi que ce soit, mais on a là un régime politique qui est dont la légitimité n'est pas uniquement fondée sur l'élection. Et qui conserve précieusement
tout ce qui lui rappelle justement la transcendance du pouvoir politique. Ce n'est quand même pas un hasard si c'est aujourd'hui encore la reine qui récite le discours du Premier ministre devant le Parlement. C'est purement formel, mais ça montre bien que le pouvoir électif n'est pas la seule source de la légitimité et que, au fond, il y a une sorte de souvenir de la vieille distinction romaine de l'auctoritas et de la potestas, qui doit rappeler des souvenirs à quelques étudiants dans la salle, qui est justement cette collaboration nécessaire entre une autorité et un pouvoir pour faire une légitimité. Eh bien, même si l'autorité est purement formelle, ce qui est le cas dans le régime britannique, il y a toujours le maintien de cette forme-là pour rappeler justement que le pouvoir, la légitimité du pouvoir ne se réduit pas à un mode de désignation et surtout pas à l'élection. Mais est-ce que justement l'élection ne pourrait pas être légitime si la personne élue n'était élue que pour ses qualités personnelles qui sont nobles et par sa noblesse de cœur plutôt que par une certaine influence, comme disait monsieur tout à l'heure, des médias ou est-ce que c'est dans ce sens-là, la légitimité de l'élection ne serait pas totale, justement, si cette personne était élue que pour ses qualités personnelles? Voilà. Je crois que la question que vous posez est tout à fait intéressante parce qu'elle montre que, malgré toute la critique que j'ai développée de l'élection comme source de légitimité, il ne faut pas oublier néanmoins qu'il y a une possibilité d'usage raisonnable, pour le coup, de l'élection. Il ne faut pas exclure effectivement qu'un jour, si les circonstances s'y prêtent, une personne puisse effectivement être élue sur ses qualités personnelles, sur son aptitude présumée ou révélée éventuellement par les circonstances à assurer le bien commun. C'est tout à fait envisageable, c'est vrai. Alors, c'est très loin de la réalité actuelle, bien évidemment, qui est dominé par ce que monsieur disait tout à l'heure sur le rôle de l'argent notamment, hein, bien évidemment. Mais il est vrai que l'élection peut être une sorte d'expression non pas d'une volonté souveraine, mais d'un assentiment à quelque chose qui serait une légitimité préexistante, au fond. Et ça, je crois qu'effectivement, il faut conserver à l'esprit cette possibilité-là de l'élection. L'élection n'est pas en soi, effectivement, un mode de désignation qui est mauvais en soi, hein, pas du tout. Et il ne faut pas exclure effectivement la possibilité, dans des circonstances historiques particulières, d'une élection qui pourrait effectivement être fondatrice. Après tout, comme l'a été, encore une fois j'y reviens, celle du Capet. C'est une possibilité et peut-être qu'il faudra passer par là, effectivement, pour renouer avec un pouvoir légitime. C'était d'ailleurs l'idée du feu comte de Paris, hein, qui avait envisagé cette possibilité de se présenter lui-même à l'élection présidentielle, hein, pour recevoir cette sorte de consécration par l'élection d'une légitimité qui ne découlait pas uniquement de l'élection, du coup. Préexistante, et à la fois préexistante et en même temps qui était également une légitimité, je dirais, sur l'avenir, au fond, hein, sur ce qu'il envisageait de faire et sur le rôle, qui était fondé sur le rôle qu'il entendait jouer dans les institutions. Merci. Vous ne pensez pas que, justement, les gens sont sensibles, justement, à ces qualités et que, même si on essaye de les leurrer par tous ces moyens, par la corruption, par l'argent, si quelqu'un se présentait... Je pense que l'homme est profondément attiré par le beau et par le noble, et que si quelqu'un se présentait avec autant de qualité, ça pourrait être possible, non? Je sais pas, c'est peut-être un peu idéologique. Non, certainement pas idéologique. Au contraire, même. C'est aux antipodes de l'idéologie, je crois, que ce que vous dites là. Oui, je pense qu'effectivement, c'est une situation qui peut se présenter. Malheureusement, l'inverse est aussi vrai. C'est vrai qu'il y a une tendance, une aspiration générale au
au bien, au beau. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est vrai. Mais il est vrai aussi que ces aspirations-là sont aussi celles qui peuvent le plus facilement être détournées. Et qui peuvent aboutir au pire finalement. Le pire est parfois très proche du meilleur. C'est pas pour reprendre ici, dans un sens qui ne serait pas d'ailleurs celui qu'il a, un poème de Maurras, Optimo sive pessumo. Mais je crois qu'il y a là quand même un réel danger. C'est vrai qu'il y a une attirance générale pour le bien et pour le bien commun en particulier. Il n'en demeure pas moins que je crois qu'il y a un match de football ce soir au stade Vélodrome. Si vous sortez dans la rue, je ne sais pas si vous verrez beaucoup d'aspiration au bien, au beau et au noble. Ça fait partie aussi des réactions qui sont malheureusement humaines. Oui, alors la démocratie rousseauiste, effectivement, là, elle n'est possible que pour un peuple de Dieu, ça c'est vrai. Mais il y a des démocraties humaines, heureusement. Et la Suisse en est un exemple. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner de démocratie qui fonctionnent, effectivement. Je crois que tout cela est essentiellement question de circonstances historiques. Je ne veux pas faire de relativisme ici, mais je crois qu'il y a vraiment... Le poids de l'histoire est déterminant. Parce que, justement, vous citez Rousseau, le drame des institutions républicaines en France, c'est qu'elles sont inspirées de Rousseau. Et qu'on a voulu instaurer dans une des plus vieilles nations d'Europe un régime politique qui était conçu de manière totalement abstraite et irréalisable. Tout le mal vient de là, en fait. Ça ne veut pas dire que la démocratie en soi est un régime irréalisable. Non, il y a des réalisations démocratiques tout à fait possibles, je crois, surtout quand même essentiellement dans des petites structures, je pense. Mais la démocratie en soi est un régime parmi d'autres, au fond, qui n'a pas plus de défauts ou de qualités intrinsèques que d'autres, mais qui simplement développe ses qualités ou ses défauts selon le contexte historique dans lequel il s'incarne. Et malheureusement, en France, la démocratie a été cette espèce de tentative de plaquer un ordre totalement irréel, abstrait, sur une réalité qui résiste et qui d'ailleurs ne cesse de résister depuis qu'on prétend le lui imposer. Ce qui est d'ailleurs sans doute la marque la plus significative de l'absence totale de légitimité de ce régime. Parce qu'un régime quand même qui reste contesté 2 siècles après sa naissance, même si les contestations peuvent être qualifiées de sporadiques ou de très, très affaiblies par rapport à ce qu'elles ont été, il n'en demeure pas moins que ce régime reste contesté. Encore une fois, je reviens à mon article de la revue Études. Président au nom de quoi ? Je ne suis pas sûr qu'une telle question puisse être posée en Suisse. Personne ne demande au nom de quoi le président de la Confédération helvétique, dont personne d'ailleurs connaît le nom, je pense, et qui est une femme, tout à fait, oui, une présidente, personne ne vient à demander au nom de quoi cette dame est présidente de la Confédération helvétique. Personne ne vient finalement contester, enfin poser simplement la question de la légitimité d'institutions qui sont des institutions cohérentes par rapport à l'histoire et aux besoins d'une nation. Or, aujourd'hui en France, alors qu'on s'apprête à élire le président de la République, une revue aussi sérieuse quand même qu'Études, pose la question de savoir au nom de quoi on va élire ce président de la République. Non, mais le peuple est une abstraction. Le peuple est une entité purement abstraite, qui n'a pas de réalité, justement, et qui ne peut pas en avoir. Ce n'est pas le peuple réel, pas du tout. Ça ne peut pas l'être. C'est justement une abstraction, puisque c'est le souverain. Le souverain, il ne peut pas être divers. Le souverain, il est un, par définition, par nature. Et donc, si c'est le peuple qui est souverain, comme le peuple est divers, ça ne peut pas être le peuple dans sa réalité qui est le souverain. C'est nécessairement une abstraction qui, elle, supporte l'unité, mais une unité purement fictive.
Alors je pense que là, puisque bon, l'heure tourne malheureusement, on va devoir conclure. Une conclusion possible, il y en aurait d'autres, mais tu as parlé de petites structures. Je crois qu'il faut aussi bien dire que là, on a parlé du pouvoir suprême, du roi ou du président de la République. Mais il ne faut pas oublier, justement, je viens de prêter mon livre à Jean, qui le lit attentivement, il a raison. Frédéric Rouvillois fait une excellente communication sur Maurras fédéraliste. Nous sommes républicains, nous. Nous sommes royalistes pour la tête de l'État, mais Maurras le dit lui-même, je suis républicain à Martigues et fédéraliste pour la province. Nous voulons des parlements à Rennes, etc. Donc en réalité, là, ce soir, tu as parlé très bien, et je suis évidemment entièrement d'accord avec toi, pour le pouvoir suprême, pour la France, encore une fois, pas pour la Suisse, pas pour les États-Unis. Nous sommes royalistes. Et là, effectivement, nous considérons comme une abstraction cette idée de démocratie, de république. Mais la res publica, justement, à Marseille, au niveau local, au niveau communal, nous sommes républicains. Et ce qu'on pourrait appeler, pour copier un peu Chateaubriand, le génie du christianisme, ce qu'on pourrait appeler le génie du royalisme, c'est que justement, pendant 1000 ans, il a comment on dit, fait marcher ensemble le républicanisme à la base et le royalisme au sommet. D'ailleurs, l'expression « le roi protecteur des républiques françaises », Maurras l'emploie 500 fois, 1000 fois dans l'Action française. Alors, je crois que peut-être cette chose était à dire. Là, on est resté au domaine de la tête de l'État. Mais le républicanisme, la démocratie, oui, des élections locales, dans des petites structures où les gens décident vraiment des choses qui les concernent, pour lesquelles ils sont compétents, pour lesquelles ils sont impliqués, dont ils auront les conséquences, desquelles ils peuvent parler, là oui, là on est pour ça. Évidemment, pour 62 millions de personnes, c'est aberrant, c'est une abstraction. Maintenant, au niveau local, Maurras l'a dit, à Martigues, je suis républicain, et nous aussi. Alors on est républicain, on est fédéraliste pour la province, on est royaliste pour le pays. Mais ça, c'est pour la France. Enfin, c'est une conclusion possible, mais il n'y a pas de conclusion. Hein, Non, il n'y a effectivement pas de conclusion. Juste pour prolonger ce que tu disais, c'est tout à fait vrai, bien sûr. Et on peut avoir une organisation démocratique au niveau local, par exemple. Je dirais une condition. À la condition, justement, qu'au sommet, eh bien, il n'y ait pas cette espèce de grand piège, pour le coup, hein, qui aspire tout. Et qui fait que l'élection du maire de la plus petite commune, l'élection d'un président d'université est immédiatement ordonnée parce que c'est ordonné au fond à cette espèce de miroir aux alouettes qui attire tout le monde et qui est le sommet de l'État. Et là, c'est ce qui est perverti, au fond. Hein. Mais c'est une perversion de la démocratie par l'utilisation de la démocratie comme source de légitimité au sommet de l'État. Et c'est ça qui pervertit tout. Et finalement, si simplement, alors faisons de l'abstraction 5 minutes, si on met entre parenthèses le sommet de l'État, la démocratie devient possible. Mais ce qui rend la démocratie impossible, c'est justement qu'on la place là où il ne faut pas. Et qu'on en fait une source de légitimité. La reine, le roi, voilà, tout à fait. Mais à la base, au niveau des bases, des petites structures, comme tu disais. Vous reprenez la parole Ah d'ailleurs, bah, les cafés sont faits comme ça. Hein. En fait, merci. Concernant, pardon, en fait, c'est un rapport plus ou moins proche. Nous sommes dans un état de droit et en soi, est-ce que, je lisais la dernière fois à la BU, j'ai trouvé un livre de Philippe Mallory et l'état de droit, je veux dire, la règle de, enfin, comment dire, c'est quelque chose d'abstrait, l'état de droit, et tout le monde est soumis à cet état de droit, mais le problème c'est que nous sommes soumis à quelque chose d'abstrait. Alors ce qui me faisait dire qu'en soi la monarchie de droit divin était vraiment mieux que, enfin, en tous les cas... Oui, je suis pas loin de partager votre conclusion. Mieux que l'état de droit, c'est que Dieu est quelque chose de plus concret qu'en soi l'état de droit. Je ne sais pas si vous voyez exactement où est-ce que je veux en venir. Oui, on a placé la transcendance dans le droit, ne pouvant pas le placer ailleurs, au fond. Par défaut. Et du coup, eh bien, on a fait, et là, merci de me faire revenir au droit. Effectivement, on a également, en faisant du droit, au fond, la source, là aussi, l'appui, au fond, de toute la structure de l'État, eh bien, on l'a privé de sa finalité, de sa raison d'être et de son fondement. On en a fait un fondement alors qu'il n'est pas un fondement.
La transcendance, elle est ailleurs. Il n'y a rien de plus immanent que le droit, au fond. Et donc, si enfin, à travers l'expression d'état de droit, c'est une expression qui mériterait de long développement, bien sûr, mais cette notion d'état de droit, qu'est-ce qu'elle signifie aujourd'hui, au fond? Elle signifie quelque chose de purement formel. Elle signifie que l'État est soumis à la règle de droit dans son activité. Bon. Mais dans la mesure où ce sont les organes de l'État qui font la règle de droit et qu'il n'y a pas d'autre source à la règle de droit que les organes constitutionnellement habilités, on est dans un cercle vicieux. Et on est dans un cercle vicieux dont on ne sort que par une hypothèse fondamentale, la fameuse hypothèse de Kelsen, selon laquelle il y a une norme hypothétique fondamentale. On ne sait pas ce que c'est, elle n'existe pas, mais il faut faire comme si elle existait parce que sinon tout s'écroule. Et c'est ça l'état de droit finalement. L'état de droit, en dernière analyse, c'est la norme hypothétique fondamentale de Kelsen, c'est-à-dire rien. Voilà. Donc l'état de droit, c'est une belle enveloppe finalement, mais totalement vide si on reste prisonnier de cette conception positiviste du droit qui prévaut aujourd'hui.